On va accueillir maintenant, ici même, Maëva Delaveau et Alexandre Malouga. Alexandre, nous avons Karim Tazarourt également, qui est avec nous, ainsi que Pierre Valette. Le docteur Pierre Valette, qui est où? Il est là aussi également. Alexandre Malouga, vous êtes coprésident de l'AFARM, c'est l'Association française des assistants de régulation médicale. Karim Tazarourt, vous êtes chef du service des urgences à Édouard Herriot, vous êtes actuellement vice-président de la SFMU. Et puis Pierre Valette, vous êtes... Chef de service du SAMU du Pas-de-Calais, Arras, et administrateur de SAMU Urgence de France. Tout d'abord, on va revenir avec vous donc, sur cette première partie de notre échange. Il est sur la question de la place donc, des centres de soins non programmés dans l'écosystème de santé. Doivent-ils participer au SAS et au CPTS? Donc, avec vous, on va voir le point de vue, j'allais dire, hospitalier. Puis, vous êtes avec nous, Maëva, pour apporter une forme... de contrepoint ou de complément. Alors déjà, Karim Tazarourt et Pierre Valette, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous identifiez sur votre territoire le positionnement des centres de soins non programmés? Bonjour à tous, je suis désolé de ne pas être présent, j'ai des soucis à l'hôpital à devoir gérer. Pierre, si ça ne tombe pas, je démarre, et après je vous laisserai. Je t'en prie. Je suis aussi responsable du SAMU. Merci de m'avoir invité, chers collègues, chers confrères. En mots préliminaires, notre système n'a jamais été aussi bien en tension. Je le dis comme je le pense. Une des raisons qui fait que je ne suis pas avec vous, c'est que je dois résoudre des problèmes majeurs d'organisation des soins tels qu'ils nous ont jamais été posés. Donc on est dans un modèle qui est en train de s'affaisser lentement, aussi lentement que sûrement, sur tous les plans. Et nous, les urgentistes, donc Alexandre, dans sa fonction 1, Pierre, moi, on est confrontés à le recueil de toutes les dysfonctions de l'ensemble de vous tous qui êtes là et de nous tous. Ça pose une vraie question. Je vais démarrer sur le SAS. J'entends dire que le SAS ne sert à rien. Je rêverais que le SAS ne sert à rien. Je vais le dire autrement, quand le SAMU s'est créé, c'était pour gérer la médecine urgente. Au fur et à mesure, nous avons constaté que nous devons gérer les problèmes qui ne relèvent pas de la médecine urgente. À l'instant, je vous parle. Sur 100 appels qui arrivent au SAMU SAS, 60 ne se résument ne relève résolument pas de la médecine urgente. Alors évidemment, vous allez me dire, les organisations sont au maximum de ce qu'elles peuvent faire, mais quand même. Pourquoi je vous dis ça? C'est-à-dire que ceux qui pensent que ça, c'est un outil qui ne sert à rien, je leur dis organisez-vous. Et dans les endroits où le territoire est mature, on n'aurait pas de personne qui appelle le SAS pour le problème de médecine générale. Il appelle le SAS que pour le problème de médecine urgente. C'est pour ça que c'est important de vous dire que je considère que le SAS est, en analogie d'un porte-avions, le troisième brin d'arrêt d'un appontage, un patient qui ne s'y retrouve pas, fait le SAS, et que notre job au SAS, avec Céline Bernard, c'est de faire en sorte que le patient qui arrive par le SAS parce qu'il s'est égaré, son problème ne relève pas de la nuit, soit immédiatement réinjecté dans le circuit naturel de patient, qui devrait être le médecin traitant, le médecin généraliste, infirmier à l'affaire en demain, que sais-je. Ça, c'est un message important. Et dedans, il y a les CPTS et les centres de soins non programmés médicaments. Ça, c'est vraiment le message. Donc, je veux vous convaincre que si nous avons créé le SAS, c'est parce que nous constations que le SAMU avait un fonctionnement qui était de plus en plus, non pas dévoyé, ne pas ce terme-là, mais adapté aux difficultés. C'est darwinien. C'est adapté. Deuxième sujet, dans nos structures d'urgence actuellement, j'ai 50% de médecine aiguë, post-tri, 30% de médecine générale et 20% d'hospitalisation qui relèvent d'autres spécialités. La gériatrie en cause. En médecine générale, j'ai par conséquent de simples consultations. Ces patients-là sont réadressés dans le circuit naturel de mon collègue en cabinet. Et puis, j'ai une part conséquente de patients qui ont besoin d'un peu de biologie un peu de radio, sans aucun caractère de gravité. Je mets la douleur en caractère de gravité. Quelqu'un qui a mal, on doit le gérer, c'est de la médecine. C'est vous dire que plus jamais, on a l'expression de besoin, ces fameux soins non programmés, et non pas de la consulte, qui ont besoin d'adresser avec une unité de lieu, une unité de temps pour ces patients, la problématique de la bio de la radio. C'est pour cela que nous avons de plus en plus besoin de structures qui peuvent permettre de faire ça. Alors après, moi je suis pragmatique. On a testé une maison médicale à 300 mètres de l'hôpital. Eh bien, à 300 mètres de l'hôpital, c'était 50% de non-présentation des patients à qui on avait donné un rendez-vous. Le simple fait de ramener cette maison médicale au sein des urgences, au premier étage, sur un parcours fléché, c'est un effondrement quasi complet des non-présentations. Donc on voit bien que pour l'individu qui vient aux urgences, le patient, et ça on peut le critiquer, il faudra qu'on fasse de la démonstration, mais on a besoin d'une sorte d'unité de lieu, ou pas très loin des urgences, on peut se dire, tenez,
vous allez là pour ce sujet. Il y a urgence sans mauvais jeu de mots. La nouvelle génération que nous avons créée d'urgentistes n'accepte plus de ne pas faire de la médecine. Et vous savez tous que la nouvelle génération, par rapport à un vieux comme moi, nous aide à considérer que notre métier n'est pas une vocation, mais un simple métier. Et qu'il y a des choses inacceptables. Être dérangé à toute heure du jour ou de la nuit, c'est inacceptable. Se lever la nuit pour gérer une pathologie qui ne relève pas de sa spécialité, c'est inacceptable. Alors, c'est pas simple, hein, parce que ça, vous l'avez dans toutes les sphères. Donc, ça fait une sorte de cumulation de problèmes qui nous rendent en ce moment en grande fragilité. La même chose chez les pompiers. Pour les non-lyonnais ou les lyonnais, vous avez probablement vu des ambulances pompiers qui se promènent avec pompiers en grève. Si vous ne l'avez pas vu, vous le verrez. Là, j'ai été appelé il y a 2 heures par le médecin, le patron des pompiers, qui nous dit on va devoir réduire l'émission, on ne sait pas comment faire. Donc, c'est dire qu'en ce moment, dans ce pays, on a une situation transformationnelle sur le travail, que nos outils de médecine d'urgence ont été adaptés et pas dévoyés. Et donc, ceux d'entre vous qui trouvent que c'est excessif, venez nous voir. C'est ouvert. Et moi, je vous le dis comme je le pense, les critiques extemporanées de collègues qui ne viennent pas nous aider, je les entends plus. On a besoin d'aide. Et pas que des médecins, d'infirmiers, de tout le monde, en fait. À ce stade, on a besoin de tout le monde, parce que tout le monde travaille énormément, il a besoin de tout le monde, et de repenser le rôle à chacun. Et je vous le dis aussi à vous, c'est très intéressant de se dire que nous, les urgentistes, ce qu'on fait maintenant n'est plus ce qu'on faisait il y a 30 ans. Et il faut l'accepter. Vous faites aussi des choses que vous ne faisiez pas il y a 30 ans, et il va falloir qu'on se réinvente complètement. Je ne sais pas bien comment on va le faire, hein, mais je sais qu'on va devoir le faire. Et en cela, la création des AS était une chance. On a réussi à se parler avec tous les collègues de la ville, pour essayer chacun de prendre sa part et de comprendre les problèmes de l'autre. Et les centres de soins non programmés sont une brique absolument essentielle pour gérer cette population conséquente de patients qui ont besoin de quelque chose, et qui arrivent dans nos SU et qui n'auront pas à aller prendre un rendez-vous à droite à gauche, qui ne devront même pas faire 3 km. Voilà. Dernier point, j'ai été très énervé, moi, par la création de centres de soins non programmés qui répondent donc à un vrai besoin, mais qui se sont réalisés sans tenir compte du tissu professionnel local. J'aurais aimé que ces centres de soins non programmés viennent voir les collègues généralistes, viennent voir les CPTS, viennent voir le SAS en disant on se met là, est-ce que ça peut vous rendre service? Dans la plupart du cas, ça ne s'est pas fait, et ça a même carambolé tout un tas d'organisations qu'on faisait avec des filières de refiliarisation. Donc c'est pour ça que la régulation du système, on sent qu'elle est nécessaire. Et je conclue juste là-dessus. On ne peut plus dans ce pays accepter qu'un patient puisse décider de voir 30 médecins la même semaine et être remboursé. Il faut savoir si c'est raisonnable de rembourser un patient qui décide d'appeler un médecin la nuit parce qu'il a un doute qui grave. J'exagère. Voilà. Et pareil, aux urgences, est-ce qu'on peut continuer à venir à 3 h du matin parce qu'on a mal au dos et s'offusquer parce qu'on est refiliarisé? Bon, mis dehors. Voilà un peu les sujets que je voulais vous amener. On va en discuter. Vous avez une quinzaine de minutes encore. Oui, non, mais on va échanger ensemble. Pierre Valette, est-ce que l'expérience dont nous fait part Karim Tazarourt à Lyon vaut pour le pays artésien? Alors, pour le pays artésien, enfin, pour le département du Pas-de-Calais, alors, pour les centres de soins non programmés, il y avait déjà un tissu local. Il y a toujours donc des structures d'accueil qui ne sont pas estampillées urgence dans quelques cliniques et qui jouent ce rôle et qui se sont bien sûr affichés centres de soins non programmés. Mais alors, la première chose que l'on se rend compte, c'est qu'ils ne font pas tous la même chose. Ils n'ont pas tous les mêmes attendus. Et derrière aussi, dans leur arrière-salle, ils n'ont pas toujours toutes les mêmes possibilités. Alors, il y a par exemple, quand vous êtes médecin dans un centre de soins non programmés et que vous avez une unité de cardiologie, vous ne pouvez pas faire de CG parce que le cardiologue ne tolère pas que vous fassiez des ECG. Donc à partir de là, ça nous limite parce qu'on envoie des patients qui vont peut-être avoir besoin d'un ECG et qui ne relèveront pas forcément, et surtout pas d'ailleurs de la cardio aiguë, mais pour lesquels un ECG, pour prendre cet exemple-là d'examen complémentaire, est très intéressant, donne une valeur ajoutée d'ailleurs au principe du centre de soins non programmés, ne vont pas pouvoir le faire. Et donc, on se retrouve avec des patients qui sont dans un no man's land. Alors, après, certains n'ont derrière eux absolument pas de biologie, pas de radio, donc ça aussi, ça limite. Mais bon, ils vont nous rendre service parce qu'ils vont faire de la suture. Alors,
Je ne dis pas qu'il faut une homogénéisation, mais disons que ce qui est très important pour nous, et c'est quand même compliqué, hein, parce que en régulation, presque instantanément, il faut que l'on sache si ce patient-là, oui, il relève, la structure est dimensionnée pour ce type de patient ou non. Et puis, bon, après, on a de bons rapports avec ces centres de soins non programmés, puisqu'on se téléphone régulièrement. Et effectivement, quelquefois, ils nous appellent pour nous faire transférer un patient qui est venu spontanément chez eux. Alors, la plupart, en fait, sont victimes de leur succès et du principe ouverture à tous. Et donc, effectivement... la régulation d'amont pourrait être une solution pour y apporter le juste soin, en fait, mettre la bonne personne dans la bonne filière face au bon médecin. Et donc voilà pour nos rapports régulation avec les centres de soins non programmés. Alors je mets de côté les services d'urgence autorisés dans des structures privées qui sont un autre sujet en fait, et qui là n'est un sujet qui est pas très simple. Concernant le SAS en lui-même, alors oui, de toute manière, moi j'avais des problèmes en interne. Hein, quand on a mis en place le SAS, la plupart de mes collègues régulateurs disaient, mais enfin bon, on dévoie le SAMU. Voilà. Alors j'ai essayé de leur expliquer, et j'essaye encore de leur expliquer que non, c'est plutôt on va faire une meilleure partition de l'activité de chacun grâce aux ARM. On n'est pas encore en système bimodal N1, N2 chez nous, mais on s'y met le 18 novembre, hein, donc c'est demain. Et pour justement que les appels qui relèvent de la médecine d'urgence soient traités par des médecins urgentistes, et les appels qui relèvent des soins non programmés soient traités par des collègues à nous généralistes qui sont venus sur le plateau et qui, d'ailleurs, ont bien du mal à couvrir les lignes de garde parce que là aussi, il n'y a pas beaucoup de candidats. Mais ça veut dire que vous connaissez aujourd'hui les équipements qu'il y a dans les centres de soins non programmés de votre territoire ? Oui, on connaît les équipements et c'est ce qui fait qu'on essaie d'orienter au mieux en fonction justement en se projetant sur les examens qui seraient nécessaires pour ces patients, avec aussi toutes les difficultés de ces centres qui me disent à partir d'une certaine heure, en fin d'après-midi, la radiologie, c'est le manip est pas sur place. Enfin bon, il y a aussi toutes les contraintes matérielles qui rendent plus pénible la fluidité et donc le travail de ces médecins dans ces centres. Alors maintenant, ça c'était le bon côté. Hein. Alors on a quand même vu d'un mauvais œil les créations. Alors déjà ceux qui étaient créés, c'était des anciens de chez nous qui étaient partis là-bas. Et là, bon, alors sans que on va pas relancer des polémiques qu'on a avec la réanimation, où là clairement dans notre région, il y a un siphonnage des urgentistes vers les réanimations parce qu'il n'y a pas assez de médecins intensivistes et que finalement nos DES de médecine d'urgence font 1 an dans les urgences et ensuite s'en vont dans les services de réanimation, surveillance continue ou autre, parce que pour eux c'est plus cool. Et c'est moins l'abattage que les urgences. Et donc ça c'est un problème. Mais il y a aussi un certain nombre de confrères qui, sans avoir une énorme expérience, puisqu'ils sont à thèse plus 1, on va dire, 1 an après la thèse 2, puisqu'ils sont passés le juniorat quand même, se détournent immédiatement, après avoir fait quelques mois dans les hôpitaux, dans les services d'urgence d'hôpitaux, vers des centres de soins non programmés, en considérant que le mode d'exercice est mieux, il n'y a pas de travail de nuit, etc. Et j'en discutais avec des collègues des centres de soins non programmés. Je pense que justement, dans ces centres-là, il faut quand même avoir un minimum d'expérience pour la sécurité des patients. Merci pour cet ajout. Karim Tazarourt, rapidement, parce qu'on va passer aussi la parole à Alexandre Malouga et à Maëva Delaveau. Donc, dans ce qu'évoquait Pierre, il y a centre de soins non programmés, c'est à boire et à manger. Dans un certain nombre de cas, c'est de la fumisterie, c'est juste un endroit de consultation simple où la radiologie est à 400 mètres et ferme à 17h, il n'y a pas de biologie. Donc on a besoin
d'avoir une sorte de guide, de recommandation, et en tout cas de méthode de ce qu'est un centre de soins non programmés, de ce qui n'est rien d'autre qu'un cabinet de consultation folklorique. Mon point de vue, je parle pour vous. Okay, donc on a des petites danses voilà, avec des joutes lyonnaises aussi. Voilà, Maëva, vous entendez. Alors, bon, sur dire qu'on trouve de tout dans des centres qui se disent centres de soins non programmés. Donc vous avez votre charte. On l'entend. On a entendu aussi Karim Tazarourt qui disait tout à l'heure, les centres ils se créent partout et n'importe où, parfois sans tenir compte du maillage territorial déjà existant. Et ce matin, on a eu une intervention, je ne me souviens plus qui l'a dit, il disait, c'était la personne de l'URPS PACA qui disait qu'il faudrait faire attention que vous ne soyez pas finalement les personnes qui feront que on obligera peut-être aujourd'hui à l'installation certains médecins. Comment faire en sorte de rester libéraux réellement, donc en s'installant où on a envie, tout en peut-être respectant certains équilibres déjà préexistants. Eh bien, vous savez quoi, on l'a prévu dans notre charte, hein, ça fait bien partie des critères. Quand on a imaginé et qu'on s'est dit qu'est-ce que c'est qu'un centre de soins non programmés, comment ça doit se définir, comment ça doit se créer et s'installer, et ça fait partie de nos critères. C'est des centres qui doivent répondre à un besoin de territoire et ils doivent être intégrés dans leur écosystème. On est tous d'ailleurs membres de nos CPTS. On est, je pense en tout cas en bonne partie, très intégrés aux SAS qui se mettent en place. La fédération, elle est née de la création du SAS 13. Hein. C'est comme ça que, voyant l'hétérogénéité justement des cabinets, des médecins et des structures qui se réclamaient de soins non programmés, on s'est dit non mais c'est pas possible, on va faire une charte. Moi dans le 13, on n'a pas réussi justement à identifier qui était un centre de soins non programmés et qui était un cabinet de consultation sans rendez-vous. Et finalement, c'est comme ça que la fédération s'est créée. Je suis allée taper un petit peu à toutes les portes et on s'est dit qu'est-ce qui nous rassemble, voilà. Qu'est-ce qui nous identifie et qu'est-ce qui donne de la plus-value. Et c'est effectivement la capacité de faire des soins techniques. Mais typiquement, dans le SAS, actuellement, on n'est pas référencé puisqu'on n'existe pas. On en revient toujours au même point. Et donc, du coup, on ne peut participer au SAS qu'en tant que médecin à titre individuel. Les infirmiers, de par leur convention, n'ont pas le droit pour l'instant de participer au SAS. Et c'est une vraie problématique parce que les structures ne sont pas identifiées. Là, moi, j'essaye sur le SAS 13. Donc je fais partie du conseil d'administration en tant que responsable des centres de soins non programmés. Très bien. Mais la place des centres de soins non programmés n'est pas définie puisque actuellement, le SAS, en tout cas 13, ne gère que du rendez-vous. On donne un rendez-vous à un soin non programmé qui donc devient programmé, mais qui du coup finalement souvent ne relève pas du plateau technique d'un centre de soins non programmés. On va y revenir, ça rejoint un peu ce dont parlait tout à l'heure Karim Tazarourt. Alexandre Malouga, vous n'avez pas encore parlé. Une question concernant ces maisons de garde plus, hein, dont semblait parler peut-être Karim Tazarourt tout à l'heure, en disant finalement les patients vont là où il y a un équipement un petit peu complet. Et en fond, si on avait une sorte de centre de soins non programmés qui serait pas très loin de l'hôpital, comme il y a parfois des maisons médicales de garde, ça résoudrait peut-être bien des problèmes. En tant que régulateur, vous l'envisagez comment, vous ? Oui, déjà en tant qu'assistant de régulation médicale et pas régulateur du coup, parce que c'est oui, mon confrère médecin. Mes excuses. Sans problème. Je pense aussi surtout qu'il faudrait déjà avoir une charte vraiment, qu'on sache qui fait quoi et qui peut prendre quoi. Parce qu'on est vraiment dans un problème où en fait on veut identifier, on veut emmener des patients dans une structure et on se voit refuser le patient ou le secrétaire nous appelle en disant non, ce patient-là, ce médecin-là est pas très sûr avec cette pathologie-là ou avec ce patient, surtout sur la pédiatrie où on a énormément de problèmes.
Donc déjà, uniformiser tout ça, ça pourrait être bien. Après, c'est le problème de tous nos départements où chacun fait comme il pouvait, malheureusement. Donc déjà, un logiciel, et ce qui sera encore mieux par la suite, un logiciel au fait avec vos régulations dessus, vos consultations. Parce qu'à chaque fois, on a des problèmes où les gens rappellent en disant j'ai pas compris ça, et ça repasse par nous. Je vous le dis, en tant que patient, il y a peu de temps, comme vous pouvez voir, Karim l'a dit aussi, en fait, les patients qui rappellent 3, 4, 5 fois, voient 40 médecins dans la journée. J'ai eu le cas, j'ai fait une paralysie faciale, malheureusement, je suis allé pendant une semaine, j'étais pris en charge à l'hôpital et j'étais très mal pris en charge. Donc, je suis allé voir mon médecin traitant. Merci pour votre témoignage. Pierre Valette, on a entendu aussi dans le propos de Karim tout à l'heure que finalement, il y avait des centres de soins non programmés qui répondaient finalement à des consultations non programmées. Et ça, c'est aussi peut-être quelque chose. C'est peut-être parce on programme mal, peut-être dès l'hôpital, parfois certaines consultations, non ? Oui. Alors bon, moi j'ai la chance ou la malchance dans notre département. Ils ne sont pas nombreux, ces cabinets et ces centres. On en a un qui est isolé, totalement isolé, mais vraiment isolé, c'est-à-dire qu'il est à plus de 40 minutes de rien, quoi. Qui est au milieu de rien, et donc c'est un centre qui rend bien service pour un premier recours, et avec comme on connaît les gens qui y travaillent, ça permet justement de réorienter, de temporiser aussi, de laisser aussi le temps d'arriver à une ambulance, parce que là, le transport, c'est aussi un problème. Les gens, il faut les acheminer vers les centres de soins non programmés. Et donc, c'est un vrai problème, ça, parce que finalement, il y a quand même un certain nombre de patients qui arrivent aux urgences, faute de moyens de transport autorisés, qui permettraient juste une certaine fluidité, en disant, voilà... un VSL peut transporter quelqu'un dans un centre de soins non programmés, il y aura un remboursement, il n'y aura pas de problème, ça ne sera pas un truc où il faudra remplir un fichier Excel en 3 exemplaires. Voilà, il y a tout ça aussi. Karim Tazarourt, Pierre Valette donne l'exemple là d'un centre de soins non programmé en milieu rural, j'imagine, puisqu'il est dans un endroit isolé, et donc on l'envisage comme un premier recours. Je ne sais pas dans quelle mesure est-ce qu'il y a beaucoup de zones rurales dans la région lyonnaise qui peuvent être concernées, mais est-ce que vous envisagez souvent, toujours, parfois, à votre niveau, les centres de soins non programmés comme des centres de premier recours, Alors, j'ai écouté avec attention les propos que je partage. D'abord, pour moi, le centre de soins non programmés, c'est de la médecine générale. Et que du coup, la discussion, elle est avec les collègues généralistes. Il n'y aura pas une solution, mais plein de solutions. Si on dit qu'il faut un peu de radio, un peu de biologie, il faut dimensionner le profil de radiobiologie existant. Il y a un modèle économique à trouver qui n'est pas simple, je crois qu'on n'en a pas parlé. Il y a un modèle d'adressage qui n'est pas simple non plus, Pierre vient d'en parler, ce qui devient un vrai sujet, y compris dans des zones assez urbaines comme Lyon. Vous pouvez estimer que les barreaux de communication nodaux communs sont suffisants, l'important ça ne l'est pas. Donc je serais bien en peine. On a l'expression du besoin. Je suis intimement convaincu qu'il faut regrouper dans des endroits santé qui sont plutôt facilement atteignables par des transports en commun. Est-ce que c'est un centre de premier recours qui prend tout? Certainement pas pour moi. Je vous le dis, je crois vraiment à une régulation du système. Je pense que les collègues médecins traitants qui reçoivent un appel d'un de leurs patients peuvent adresser dans un centre de soins programmés, que des CPTS peuvent adresser pour du soin et pas de la simple consultation. Vous voyez, je le vois vraiment comme une brique qui en ce moment manque un peu à tout le monde et qui n'est pas qu'à la disposition du SAS, puisque j'ai déjà dit que le SAS était une aide, mais notre métier, c'était surtout pas de se suppléer à la médecine générale. Donc je dirais que c'est territoire par territoire avec les collègues généralistes. Vous savez qu'au Conseil de l'Ordre, on a fait en sorte que les urgentistes n'aient pas le droit d'exercer en centre de soins non programmés. Alors les urgentistes, anciennes formules, qui sont à la fois généralistes et urgentistes, évidemment peuvent, ils ont les deux casquettes, même s'ils ne sont généralistes que sur le papier. Mais par contre, les nouveaux urgentistes n'ont pas le droit d'y aller. Donc c'est vraiment du ressort de l'AMG, et ça dépend des collègues MG. Comment voient-ils les choses, comment font-ils pour essayer d'apporter une prestation. Voilà. Maëva, donc oui, je pose la question. On voit que selon qu'on évolue, qu'on exerce dans une métropole comme à Lyon ou dans une agglomération à taille humaine, j'allais dire comme tel qu'Arras, on peut avoir une connaissance différente de son territoire parce que quand il y a 4 maisons ou centres de soins non programmés,
il est plus facile d'instaurer un dialogue que quand il y en a, je ne sais pas, des dizaines peut-être autour de Lyon. Comment est-ce qu'on peut arriver à réduire cet angle mort pour que vos confrères régulateurs et assistants régulateurs connaissent vos équipements pour mieux orienter les patients en cas de besoin? Alors, nous on essaye de mettre en place un recueil par le SAS des plateaux techniques de chacun, histoire de savoir un petit peu quel type de prise en charge on est capable de faire, histoire que c'est bien beau, mais effectivement, il faut forcément orienter le patient sur un endroit où on est sûr qu'il va être pris en charge. Actuellement, on l'a dit et redit, le SAS ne nous identifie pas comme structure, donc comme médecin. Si je ne suis pas là ce jour-là, il faut quand même que le régulateur il sache que, ah bah oui, en fait, ils appartiennent à la même structure et donc potentiellement, ils doivent sûrement avoir le même profil professionnel et sûrement qu'ils sont en capacité de prendre en charge le même type de patient. Ce serait quand même beaucoup plus simple si on était réunis sous une étiquette et qu'on sache qu'à tel endroit, sur tel centre, les médecins et les infirmiers, est-ce qu'il y a des médecins et des infirmiers ou est-ce qu'il n'y a que des médecins? Et donc, quel type de patient on peut envoyer. Donc ça, le recensement des plateaux techniques, il est, à mon sens, indispensable. La deuxième façon de faire, c'est de bien intégrer chaque centre de soins non programmés à sa CPTS. Donc, on parlait, le maillage territorial, il est extrêmement important. C'est le sujet entre autres vraiment de la fédération, et les besoins d'un territoire ne sont pas les mêmes en fonction de la démographie médicale et aussi, donc c'est là où je suis en désaccord avec vous, de l'établissement du service d'urgence de proximité. Parce que les centres de soins non programmés, ça concerne la médecine générale, mais on n'aura pas besoin d'un même type de centre de soins non programmés si à côté il y a un SAU qui n'est pas du tout débordé, son activité ça va super, je ne crois pas que ça existe encore, mais bon, sait-on jamais, et d'un autre endroit où il y a un service d'urgence qui malheureusement ferme à certains horaires. Donc il faut qu'il y ait une complémentarité. L'idée à la fin, c'est que les patients ne soient pas perdus dans la nature et qu'il y ait quelqu'un qui les prenne en charge en fonction de sa capacité. Et donc, nous, on a signé une première convention entre la CPTS et moi, mon centre de soins non programmés, qui est purement expérimental, hein, puisque en tant que structure, je n'existe pas. Mais c'est pas grave. On s'est dit que c'était une première pierre à l'édifice. Et c'est très important que les CPTS sont quand même les interlocuteurs privilégiés. Et donc, finalement, ça nous fait une espèce de double place dans le SAS, à la fois à titre individuel et à la fois au sein de la CPTS. Et évidemment, nous, on communique énormément auprès de nos confrères et des professionnels de santé. Chez moi, par exemple, c'est à peu près 20 à 30% des patients qui me sont adressés par leur médecin ou par leur infirmier pour effectivement faire des dédimères pour éliminer une phlébite, pas envoyer le patient, ou il y a une petite une suspicion de fracture. Enfin, donc le maillage territorial, il va falloir le définir. Est-ce que la CPTS, c'est le bon calibre ? Probablement, on a envie de penser que oui. On va en parler dans la table ronde suivante. J'avais une dernière question peut-être pour Alexandre Malouga. Juste avant. Allez-y, bien sûr. Oui. Ce que je trouve très intéressant, c'est d'entendre les dédimères. Les dédimères que vous prescrivez en ville, en fait, vos structures, vous les fermez bien souvent à partir de 18h. Et les labos, ils appellent qui ? En fait, les patients se retournent vers nous directement dès que les... Alors... Nous, on a énormément de patients qui nous rappellent certains centres de soins de Lyon, dans ce cas-là, où les patients nous rappellent parce qu'ils n'ont pas compris. Attendez, je vais vous passer, Xavier, le micro, parce que sinon Karim ne va pas vous entendre. Bonjour Karim, c'est Xavier Poble. En fait, encore une fois... il y a une confusion dans tout ce que vous expliquez depuis le départ, parce qu'en fait, nous, on parle de centres de soins non programmés, vous parlez de centres de soins non programmés, mais on ne parle pas des mêmes.
C'est ça le problème. Voilà. À qui, mais exactement. Et vous avez raison. À qui la faute? Parce qu'en fait, tout et n'importe quoi, et vous avez raison, ça s'appelle centre de soins non programmés. Voilà. Et l'objectif, c'est vraiment qu'une bonne fois pour toutes, les centres de soins non programmés répondent à une définition qui est celle que nous, on considère comme étant la plus pertinente. C'est-à-dire ce qu'on explique depuis ce matin, des centres de soins non programmés qui apportent une plus-value à la prise en charge du patient, qui font que, comme l'a dit Maëva, plus de 30% de nos adressages se font directement par les médecins traitants. Que moi, 11% de mon adressage se fasse par les ARM. Parce qu'ils m'ont identifié, parce qu'on se connaît, parce que j'étais l'ancien responsable du SAMU. Voilà. Mais il faut que vous puissiez comprendre, et que, enfin, pas comprendre, mais il faut que ça soit clair pour tout le monde. Que clairement vous sachiez ce que c'est, qu'à partir du moment où ça s'appelle centre de soins non programmés, ça répond à la charte et à la définition que nous, on a mis en place et qu'on espère sera reconnu par les tutelles. Parce que sinon, on va continuer avec ces discussions où en fait on parle de la même chose, mais au final, voilà, les centres de soins non programmés, c'est pas pareil de dire c'est de la consultation élargie que de faire tout un bilan. Vous parlez des MDD d'Imer, on a protocolisé, on en discutait au sein de notre CPTS ici pressant, pour justement dire comment on fait le SAS quand on reçoit ce genre justement de questionnement des biologistes qui appellent ou des patients qui appellent en disant j'ai un résultat de biologie anormal. Ils font 15. J'ai régulé pendant 20 ans. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben, on explique, les centres de soins non programmés, en fait, on répond, nous, à ça, par justement l'organisation des soins non programmés au sein d'une CPTS. On est implanté complètement au sein de nos CPTS et de nos SAS au maximum. Après, moi, je veux réagir aussi à ce qu'a dit le professeur Tazarourt sur la médecine d'urgence. Moi, je suis un ancien urgentiste et je suis devenu médecin généraliste. Je ne suis pas sûr que de dire d'emblée et d'avoir fait le nécessaire pour que... Et je me suis aussi battu pour que ça soit une spécialité, puisque moi, ça ne l'était pas. Mais maintenant, les jeunes, quand vous leur dites, vous allez être médecin urgentiste, vous ne serez que médecin urgentiste toute votre vie. Vous ne ferez que de la médecine d'urgence toute votre vie. Et que vous faites aux urgences 75% de choses qui ne sont pas de la médecine d'urgence, enfin, je suis désolé, c'est pas les aider d'avoir ça. Parce que s'ils n'ont aucun choix à la fin d'avoir fait 15 ans, 10 ans de médecine d'urgence et qu'ils n'en peuvent plus, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Premièrement, arrêter la médecine, je ne suis pas sûr que ça soit bien. Les centres de soins non programmés, ça permet aussi de dire que potentiellement, ils pourront vieillir différemment. Alors là où je rejoins complètement par contre le professeur Tazarourt, c'est que moi j'aurais aimé, depuis toujours, que ces centres de soins non programmés, on les développe à l'hôpital. Voilà. Sauf que, et Karim le sait bien, qu'est-ce qui est développé à l'hôpital? Et je l'ai dit ce matin, c'est l'inverse. Et pas très loin de Lyon, il le sait. C'est l'hôpital qui développe des maisons médicales de jour avec des médecins libéraux et des urgentistes de l'hôpital pour faire de la consultation CCMU1. C'est ça qui est développé par l'hôpital public dans nos régions. Donc, est-ce qu'il y a quand même un petit peu une dichotomie entre ce que vous nous expliquez, vous deux, ce qui se passe réellement sur le terrain. Et donc, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Et surtout, par contre, là où il faut qu'on travaille ensemble, c'est qu'il faut qu'il y ait une reconnaissance claire de qu'est-ce qu'un centre de soins non programmés, parce qu'il ne faut pas que chaque département, chaque ARM, chaque médecin de médecine d'urgence se demande en fonction de lieu du centre de soins non programmés, qu'est-ce qu'ils font? Non, chaque centre doit être identique et doit apporter la même prestation. Oui, ça, je pense que vous êtes d'accord là-dessus. Alors, après, voilà, Pierre Valette, allez-y, oui. Oui, excusez-moi, pour effectivement ces fameuses maisons médicales qui sont à quelques mètres des hôpitaux. En fait, nous, ce qu'on a remarqué, alors pas tant ce que disait Karim concernant finalement les rendez-vous non honorés. En fait, ce qu'on a remarqué, c'est que à chaque fois qu'il y a une ouverture de centre, de maison médicale, les urgences ont continué à grimper et la maison médicale déborde au point où finalement c'est devenu l'inverse. C'est les patients de la maison médicale qui attendent tellement longtemps à la maison médicale qui reviennent aux urgences. Et donc, là, il y a effectivement, comme dit Karim, il y a un problème justement de comportement
vis-à-vis des soins et surtout de parcours. C'est-à-dire que là, actuellement, aujourd'hui, c'est le patient qui crée son parcours. Et c'est à nous, médecins, de lui créer. Alors on le crée, on tente de le créer pour des personnes qui n'ont plus les moyens de le faire, qui sont les personnes âgées. Mais alors là, c'est un millefeuille où on s'y retrouve plus du tout, hein, entre le DAC, le truc, voilà. Enfin, il y a énormément de choses qui se mettent en place Le DAC, la communauté 360, où ça porte. Oui, il y a plein de noms. Hein. Juste une question par rapport à une remarque que venait de faire le docteur Poble, puisque vous disiez, voilà, en région lyonnaise, voilà, on a voilà ce que crée l'hôpital public avec ses maisons, avec des exercices mixtes à l'intérieur. Est-ce que c'est quelque chose que vous rencontrez également dans votre région ou pas ? Chez nous, effectivement, il y a des maisons médicales qui ont été créées à l'initiative, je dis, des hôpitaux pour répondre à ce débordement. Et alors, le problème aussi, pour ça, je parlais de parcours de patients. En fait, il y a énormément de soins qui sont des soins programmables, des soins qui auraient pu être programmés et qui, par facilité, par commodité, par aussi, quelquefois, malgré tout, par contingence. Parce que celui qui travaille toute la semaine et qui finit à 21h ou même 20h le soir, il a plus de possibilités, sauf d'aller sur les maisons de garde. Parce que... Alors, de jour hors PDSA, oui, celle-là aussi, c'est pareil. Il y a des gens qui trouvent plus commode. Parce que le SAS, pour revenir au SAS, on dit c'est dans les 48 heures. Mais qu'est-ce qui se passe si vous donnez un rendez-vous à un patient dans 48 heures? Il vous répond, je vais aller voir mon médecin. Ce qu'ils veulent, c'est tout de suite. C'est tout de suite. Et si vous ne leur donnez pas tout de suite, ils prennent leur voiture, ils vont aux urgences. Donc, c'est une réponse dans la journée. Alors, derrière ça, quand vous donnez un conseil en disant non, vous pouvez attendre vous pouvez attendre votre médecin, on ne sait pas ce que deviennent ces patients. On ne sait pas s'ils ont vraiment attendu leur médecin. Enfin, s'il s'est passé quelque chose, on le sait parce que ça repasse par le 15. Merci. Eh bien, écoutez, il me reste à vous remercier tous les quatre. Merci, Karim Tazarourt.